des terres des 100 royaumes et des cités-États se trouvent des terres qui n'existent sur aucune carte connue de l'humanité, même des grandes flottes d'exploration de l'ancien dominion, car elles n'existaient tout simplement pas à cette époque. Ce sont les terres des derniers successeurs de l'ancien dominion, la cabale des rois sorciers, qui ont transcendé les limites de la magie mortelle en se liant aux âmes incarnées de Équilibre, les seigneurs élémentaires primordiaux, et ont canalisé leur formidable pouvoir primordial pour faire tomber leur dieu fou, Azlia, et ainsi inaugurer la chute. Fuyant la destruction de Capitas à travers une chaîne d'îles volcaniques, ils ont finalement été contraints de lier ces dernières en un continent entier, que leur puissance naissante leur a permis de soulever du fond de la mer. Stériles et désolés, les 4 rois sorciers, Herm qui déplace les océans, Dielin, flamme des dieux et des hommes, Ormus qui abaisse les montagnes, et enfin Alessa, tisserand des vents et des destins, l'ont contemplé et l'ont trouvé le résultat satisfaisant. Ils s'installèrent sur cette nouvelle terre et fondèrent leur royaume, liant leurs serviteurs mortels à leurs homologues élémentaires, cherchant ainsi à guider leurs enfants élémentaires nouveau-nés dans la tâche gargantuesque de transformer le nouveau continent désolé en un lieu capable d'accueillir la vie. Sachant que l'appel du pouvoir et des responsabilités qu'ils avaient assumées les éloignaient bientôt du quotidien des mortels, ils établirent une hiérarchie formelle parmi leurs serviteurs, confiant à chacun d'eux une tâche distincte, pour faire fructifier les richesses de cette nouvelle terre. Les cours élémentaires ainsi établis, les rois sorciers se retirèrent ensuite pour développer les pouvoirs et remplir les responsabilités considérables dont ils avaient hérité avec leur puissance primordiale, tournant leur attention vers la stabilisation du continent qu'ils avaient soulevé et des phénomènes météorologiques que la chute avait déclenchés. Au fur et à mesure qu'ils se retiraient, chacun des anciens rois sorciers abdiquait son titre au plus puissant et compétent de leurs disciples, les chargeant de mener à bien la tâche qui leur avait été confiée. Ces hiérarchies ont rapidement gagné en complexité et en taille à mesure que l'ampleur de la tâche monumentale devenait de plus en plus évidente. Les anciens grades ont été dépoussiérés et de nouveaux titres ont été inventés pour cataloguer, organiser et structurer la bureaucratie en constante expansion. Les anciens titres de sultan, de vizir et d'émir ont été remplacés par ceux de duc, de marquis, de maréchal et de baron. D'innombrables systèmes de grades sont créés parmi les serviteurs et les fidèles, donnant naissance aux marids, aux djinns, aux ifrits et aux rakshasas, pour n'en citer que quelques-uns. Les cours ont initialement coopéré à la création d'enclaves, où les serviteurs mortels et leurs familles des cours devaient s'installer. Bien qu'ayant un statut inférieur à celui des cours, ces enclaves ont bénéficié de tout ce dont elles pouvaient avoir besoin grâce à d'abondantes ressources minérales, de l'eau pure, un climat tempéré et une assistance élémentaire. Quoique moindre, et elles ont prospéré pour devenir des métropoles paradisiaques qui surpassent toutes celles du vieux continent. Les plus intelligentes, les plus douées et les plus beaux d'entre eux s'élevaient aux cours élémentaires lors de cérémonies élaborées au cours desquelles leurs familles recevaient richesse et largesse. Ces cadeaux valaient au cours la gratitude éternelle des enclaves, qui avec le temps se transforma en véritable culte, tordant encore plus le tissu d'un système déjà distendu. Avec le temps, une importante population de réfugiés a suivi le premier exode vers ce nouveau continent. Ces survivants courageux ont traversé les océans déchaînés et les archipels fumantes, sans autre aide que la bénédiction finale de la déesse Ninua, qui a envoyé ses élus et ce qui restait de la faune dans une ultime migration, dans une tentative désespérée de sauvegarder la population piégée de Capitas et de ses environs. Imprévues et non comptabilisées, ces tribus n'avaient pas accès à la générosité des cours élémentaires et des enclaves, car ces derniers étaient plus intéressés par leur propre promotion
que par les besoins de visiteurs inattendus. Affirmant qu'ils n'avaient jamais fait partie du plan des anciens, les tribunaux élémentaires n'ont pris aucune autre mesure que de détruire l'archipel qui avait permis à ses survivants de les atteindre en premier lieu. Les enclaves, elles, ont rapidement fermé leurs portes et muré leurs fermes, excluant les tribus de la richesse qui leur avait été accordée. Rejetées par les serviteurs des rois sorciers, ces tribus les rejetèrent à leur tour, se tournant vers le culte de Ninua, dont la bénédiction finale leur permit non seulement de survivre sur ces terres arides du nouveau continent, mais aussi de prospérer de nomades et parcourant les vastes étendues semi-désertiques des nouveaux continents. Ces tribus en vinrent à dépendre presque entièrement de leurs troupeaux. Au fur et à mesure que le long hiver se calmait et que les cours capricieuses remplissaient à contre-cœur leur rôle et apportaient la vie dans les plaines, leur nombre commençait à augmenter. Au fil des saisons, leur nombre a augmenté jusqu'à ce que la pression démographique les pousse vers les terres fertiles mais surveillées des enclaves. Les conflits incessants entre les enclaves idylliques et les tribus désormais hérétiques finirent par attirer les puissantes cours élémentaires, ouvrant la voie à une confrontation massive qui réveillerait les rois anciens et modifiera à jamais l'équilibre du pouvoir dans ces nouvelles terres, les mettant sur la voie d'une collision avec les civilisations du vieux continent après des siècles d'isolement. Les armées des rois sorciers puiseront leurs influences visuelles dans un large éventail géographique et culturel. La Mésopotamie antique, l'âge d'or de la péninsule arabique, l'Asie centrale shingiside, l'Inde mongole et même l'Asie du Sud-Est du XIe au XIVe siècle. Leur nature de raider sera représentée par des troupes mobiles, efficaces dans leur rôle, mais relativement fragiles, avec une emphase modeste sur le combat à distance et une forte emphase sur la mobilité et la cavalerie de choc.